Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le 12 juillet 1962, M. Litsenov, graphologue, entre dans les bureaux de la police de Lucerne. Bien des gens dans cette belle et calme ville, qui fait de la chaise longue toute l'année sur le lac des Quatre Cantons, se souviendront de la visite de ce graphologue venu tout exprès de Zurich. C'est pour vous faire l'étonnant récit de cette visite que Jacques-Antoine a choisi le dossier extraordinaire d'aujourd'hui. Le 30 juin 1962, Lucerne se prépare à une grande fête à laquelle 9000 personnes officielles doivent participer auprès de 50 000 touristes. Le 30 juin au soir, vers 22 heures, en pleine allégresse, explose une bombe dans l'ascenseur d'un restaurant. 3 heures plus tard, une deuxième bombe explose dans une voiture en stationnement. Les ambulances accourent car plusieurs personnes sont blessées. Le lendemain à midi, lorsque l'immense cortège des officiels défile en grande pompe, un autre ascenseur explose dans un café sur la route du cortège. Mais le défilé continue et le premier secours aux blessés, dont un Anglais qui échappe tout juste à la cécité, est entravé par des badauds trop curieux de voir l'attentat. Le soir même, vers 11 heures, il y a une 4e explosion dans une cave. Le lendemain, une 5e qui fait encore sauter l'ascenseur d'un café. Bilan des 5 attentats, tous commis dans le centre de la ville, 5 blessés, dont un grièvement, et 100 000 francs suisses de dommages. La police s'interroge. Est-ce une vengeance perpétrée à l'encontre de l'un ou l'autre restaurateur? S'agit-il d'actes de déséquilibrés, de blousons noirs, d'actes d'ordre politique? On surveille depuis peu un étranger qui vient d'acheter sur l'ordre de l'OAS un émetteur de radio. On l'arrête, mais il n'est pour rien dans cette affaire et l'on doit le relâcher très très vite. Après le 3e attentat, c'est-à-dire 14 heures après la première détonation, des mesures de sécurité sérieuses ont été prises. On fait surveiller les abords des restaurants, leurs ascenseurs en particulier. Comme on songe à des actes d'un déséquilibré, toutes les maisons de santé de Suisse sont interrogées pour savoir si des internés se sont enfuis ou ont été libérés. Un détachement spécial est mis sur pied. On surveille l'abord des cinémas, on barricade les rues d'accès de Lucerne et l'on fait patrouiller dans le centre, la nuit venue, des voitures radio de la police maquillées. Enfin, au 5e attentat, on photographie tous les badauds pour pouvoir les comparer avec les autres badauds qui viendront aux attentats suivants, s'il y en a, ce qui hélas sera le cas. On compte sur la collaboration de la population, de la radio, de la télé et aussi de la presse. Mais vous allez voir, chers amis, que cette collaboration va s'avérer être une véritable catastrophe, jusqu'au moment où interviendra M. Litsenov, le graphologue dont je vous ai parlé. Des débris recueillis sur les lieux des explosions, on extrait surtout des bouts de mèches de détonateurs. Il s'agit d'explosifs tout préparés, non bricolés par le criminel. En Suisse, la vente et l'utilisation des explosifs sont évidemment réglementés. Le marchand d'armes doit avoir une concession et ne peut délivrer d'explosifs qu'à des clients connus. S'il vend à des inconnus, ceux-ci doivent être en possession d'un permis de la police, ils doivent signer une liste et indiquer leur adresse. On allait donc s'adresser au marchand d'armes de Lucerne lorsqu'un champion de tir, Karl Zimmermann, à présent propriétaire d'un magasin d'armes, appelle de lui-même la police pour lui apprendre qu'un individu qui lui paraît assez louche a acheté chez lui des explosifs. Les policiers se rendent aussitôt chez Zimmermann, qui leur explique que l'homme est venu à son magasin le 25 juin, soit 5 jours avant le premier attentat. Il lui a fait l'impression d'un employé assez peu sûr de lui. Il parlait le patois de Lucerne. Il s'est fait expliquer longuement comment il devait manipuler l'explosif. Et Zimmermann a dû recommencer plusieurs fois ses explications car l'homme ne semblait pas briller par son intelligence. Bien entendu, Zimmermann montre le registre où l'homme a signé. Il a signé Alfred Spani et mentionné son adresse.
En toute hâte, on vérifie l'adresse. Comme on pouvait le craindre, celle-ci est fausse, comme probablement le nom, Afled Spani. Reste le signalement. Zimmerman croit se souvenir que l'homme avait un nez proéminent et bossu, un menton en galoche et les cheveux coupés en brosse. La police établit alors le portrait robot que toute la presse attend, mais quelques heures plus tard, la police annonce à Zimmerman qu'elle a mis la main sur le coupable. L'homme entre dans la boutique de Zimmerman accompagné de 2 policiers. « Le reconnaissez-vous »« Je crois, dit Zimmerman. En effet, l'homme a les cheveux en brosse, le nez proéminent et bossu et le menton en galoche. Alors le policier se lève, a serré la main de l'inconnu. « Merci, monsieur. Merci de vous être prêté à ce test. Vous nous avez rendu grand service. » En effet, cet homme est bien un client de Zimmerman, mais il est venu la veille de la visite du fameux Afled Spani. Zimmerman a confondu, mélangé les traits de l'un et de l'autre. La police décide donc de ne pas diffuser le portrait robot que la presse attendait. Hélas, après 9 jours de répit, un nouvel attentat a lieu le 11 juillet dans une cave du centre. Pas de victimes cette fois, mais c'est un miracle. Alors la presse se déchaîne contre la police qu'elle déclare inefficace, incapable. Quelques journalistes harcèlent le malheureux Zimmerman qui, cuisiné des heures durant, finit par s'enfermer dans son appartement. Certains journalistes laissent entendre qu'ils ont découvert la piste des coupables. D'autres établissent, d'après les déclarations de Zimmerman, un second portrait robot très différent du premier qu'ils n'hésitent pas à publier. Aussitôt surgissent de partout les témoignages de la population. On a vu le meurtrier ici, là et là-bas. Malheur à ceux qui ont le nez pareil à celui du portrait robot. Malheur à ceux qui ont les cheveux ou le menton du portrait robot. Quant à ceux qui ont les 3, leur vie devient intenable. Des centaines et des centaines de personnes sont désignées à la police comme étant le coupable. Il faudrait des semaines à celle-ci pour vérifier toutes ces pistes, et pendant ce temps, bien entendu, le criminel court toujours et les attentats peuvent reprendre. Finalement, la police continue de s'accrocher au seul élément concret, tangible qu'elle détient, à savoir la signature de l'inconnu. Afled Spani. Mais quelle signature! C'est d'ailleurs l'attitude de l'individu au moment où il a signé le registre qui a frappé Zimmerman. De toute évidence, il ne s'attendait pas à devoir signer, et lorsque Zimmerman lui a demandé de le faire, il a marmonné « Je suis cultivateur, je m'appelle Alfred ». Là, il a ajouté un nom que Zimmerman n'a pas compris. « Oui, dit alors l'armurier, mais il faut signer quand même. » Comme le dénommé Alfred n'avait rien pour écrire, il a pris le crayon que Zimmerman lui tendait et il a signé debout. Dans sa confusion, il semble donc qu'il n'ait pas su écrire le prénom Alfred, qui est devenu Afled. Dans ces conditions, quel crédit peut-on attacher au nom Spani? S-P-A. Le A surmonté d'un tréma, N-I. Spani. Quant à l'adresse, c'est Zimmerman qui l'a écrite lui-même, donc là, rien d'intéressant. C'est donc sans espoir aucun que la police entre en rapport avec le graphologue de Zurich, Litzenhoff. Le policier, qui l'appelle au téléphone, est même convaincu que Litzenhoff va refuser. Mais il découvre un homme ouvert, convaincu de l'efficacité de sa science, qui ne promet rien mais qui veut bien essayer. Il demande simplement « De quel exemplaire d'écriture disposez-vous » ? « Pas grand-chose, dit le policier. Mais encore, une signature. Rien d'autre ? Non. Et encore. Et encore quoi ? Demande le graphologue qui commence à s'amuser. Eh bien, c'est une signature faite au crayon. En effet, c'est pas grand-chose. Surtout que... Le policier entend le graphologue éclater de rire au téléphone. « Écoutez, dit-il, pour une observation sérieuse de l'écriture, un graphologue professionnel exige un minimum d'éléments. 1 ou 2 pages de texte, si possible écrites à l'encre, et non au stylo à bille ou au crayon, le sexe, l'âge et le métier de l'auteur de l'écriture. Or, si je comprends bien, vous disposez en tout et pour tout d'une signature faite au crayon, et vous me dites que ce n'est pas tout. Alors, laissez-moi imaginer la suite. Voyons, vous l'avez gommée par erreur, vous avez renversé un encrier dessus, elle a été faite sur une surface en relief qui la rend illisible. Ah, j'y suis. Cette signature a été froissée, brûlée. Hein? Ah, ben alors je donne ma langue au chat. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver?
Elle est fausse, monsieur. Le policier s'attend à ce que Litvinov lui demande s'il se moque de lui ou même lui raccroche au nez. « Bah !» dit Litvinov. « C'est tout de même un exemplaire d'écriture, mais je ne pourrais certainement pas en tirer grand-chose. Le moindre renseignement peut nous être utile, monsieur. » Bon. Bon, alors je veux bien essayer de vous aider. Je serai à Lucerne demain matin. Lorsqu'il raccroche, le policier est presque déçu. Il est tellement convaincu qu'il n'y a rien à tirer de ces deux mots, Afled Spani, qu'il en vient à penser que si un graphologue accepte de risquer sa réputation sur un aussi minable échantillon d'écriture, c'est que la graphologie, ce n'est pas très très sérieux. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le 13 juillet, lorsque Litvinov entre dans les locaux de la police à Lucerne, c'est à la fois l'effervescence et la consternation. Un 7e attentat vient d'avoir lieu. Le criminel a fait exploser la veille une baraque sur une hauteur proche de la ville. Comme il faisait une très belle journée, beaucoup de Lucernois étaient en promenade et la foule qui s'est précipitée sur les lieux après l'explosion a été tellement énorme que la police n'a pas pu s'en approcher avant plusieurs minutes. Elle n'a donc pu recueillir aucun indice d'aucune sorte. Lorsque Litvinov est introduit dans le bureau du directeur de la police, ce dernier lui dit tout de suite qu'il n'attend pas de miracle, mais lui montre un énorme dossier. « Il y a plusieurs centaines de pistes, dit-il. Elles concernent pour la plupart des individus plus ou moins douteux. Mais nous n'avons pas le temps de les suivre toutes. La moindre indication qui nous permettrait de choisir dans ce fatras telle ou telle piste plutôt que telle ou telle autre peut nous faire gagner un temps précieux et sans doute éviter de nouveaux désastres. » C'est bien ce que j'ai compris, dit Litvinov. Sinon, je ne prendrais pas le risque d'extrapoler en partant d'une simple signature au crayon. Fausse, ajoute le chef de la police. J'espère qu'on vous a prévenu. Je sais. Et il saisit la photographie que le policier lui tend. Remarquez bien, cher monsieur, vous n'auriez pas eu besoin de me dire qu'elle était fausse. Ça se voit. Elle est écrite sans élan, sans le mouvement général qui caractérise d'ordinaire une signature. Elle est improvisée. Les lettres se succèdent laborieusement. Elle est, comment dirais-je, annonnée. Voilà, annonnée. Puis le graphologue repose un instant la feuille de papier et regarde le chef de la police. Puis-je vous poser des questions ou dois-je me risquer d'emblée aux suppositions ? Oh, j'imagine ce que ce travail peut avoir de désagréable pour vous, dit le policier en s'excusant, mais je préférerais ne rien vous dire de ce que nous savons. Bien, je préfère aussi, je me sens plus libre. Et au moins, si je me trompe, ça sera plus évident. Notez que j'ai peu de chance de me tromper, car votre criminel, je le vois déjà. Pour moi, ces quelques lettres au crayon me parlent plus qu'un visage. Pas de fausse barbe, pas de vêtements trompeurs avec l'écriture. L'écriture, c'est l'homme. C'est l'homme à nu. Lorsque vous arrêterez le criminel, peut-être qu'il vous paraîtra différent du portrait que je vais vous faire, mais ce n'est pas moi qui me serai trompé. C'est lui qui se sera travesti. Bien. Je vous écoute. Pendant quelques instants, le graphologue semble se perdre dans la contemplation de ce gribouillis. Afled Spani, écrit au crayon. Il retourne la feuille sans dessus-dessous pour la lire à l'envers, la retourne et la place dans la lumière pour la lire au travers, l'éloigne pour en avoir une vision globale. Enfin, il sort une loupe et il examine longuement chaque lettre. De toute évidence, dit enfin le graphologue, il s'agit d'un être très primaire, d'intelligence moyenne, une intelligence qui, de plus, n'a pas été cultivée. On peut généralement obtenir l'âge psychique qui ne correspond pas forcément avec l'âge réel. L'âge psychique de notre sujet se situerait entre 20 et 40 ans, mais sur le plan graphologique, plutôt à la limite inférieure, 20 ans. Pour être concret, et vous aider dans vos recherches, je dirais que ce jeune homme a été un très mauvais élève qui a dû redoubler toutes ses classes. Bien sûr, la signature est fausse, mais
Il doit être de toute façon incapable de signer 2 fois de la même façon, car c'est un être instable. Alors je dirais même qu'il est illogique, souvent psychopathe. Là encore, pour vous aider, j'essaierai d'être plus concret. Je dirais qu'à mon avis, bien qu'il fabrique des bombes, cet homme n'est pas un technicien. Comme je ne lui vois pas la constance qu'il faut pour apprendre un métier, il n'a pas de métier. Comme évidemment, il n'écrit pas beaucoup. Il ne peut pas être employé de bureau. Comme son écriture trahit des sentiments d'infériorité, des complexes, une certaine nervosité, je doute fort qu'il puisse être employé de commerce, constamment en contact avec la clientèle. Si c'était un ouvrier agricole, il ne connaîtrait pas la ville comme il semble la connaître. Voyons, il pourrait être manœuvre, mais les usines sont rares à Lucerne. Il s'ensuit donc qu'il doit être ouvrier auxiliaire, magasinier ou quelque chose comme ça. Voyez-vous, le mobile qui fait agir cet homme ressort des complexes et des sentiments d'infériorité qu'exprime sa signature. Il doit ressentir un besoin irrésistible de se faire valoir, d'autant plus irrésistible que ce besoin est refoulé, puisqu'il est incapable de se faire valoir à visage découvert. Pour dissimuler ses tendances profondes, il doit se conformer strictement aux us et coutumes en ce qui concerne l'habillement, les manières d'être et les habitudes visibles. Il est même possible qu'il soit d'un commerce agréable et même serviable dans la mesure où cette attitude ne lui est pas imposée. Enfin, si l'on considère la vitalité de l'écriture, elle dénote une robustesse exceptionnelle. Peut-être a-t-il fait un sport dans lequel il aurait relativement réussi grâce à cette constitution athlétique. Le policier regarde le graphologue penché sur le gribouillis de 10 lettres au crayon, à Fled Spani. Et ce policier est sidéré d'en voir surgir petit à petit un personnage qui de minute en minute prend vie. Bien dit le policier, je ne m'attendais pas. Non, je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez tirer tant de déductions de si peu de données. C'est prodigieux. Je vous remercie. Mais comme le graphologue continue de tourner et de retourner la feuille de papier, le policier demande « Vous voyez encore autre chose ?»« Oui. » Il est rusé. Un rusé primitif. L'habileté du psychopathe, mais pas assez imaginatif pour avoir totalement inventé ce nom, Fled Spani. Je pense qu'il doit connaître un Alfred, et qu'au dernier moment, il a écrit Fled, soit qu'il n'ait pas su l'écrire, peut-être parce qu'il était troublé, soit parce qu'il ne l'a pas voulu. Et l'adresse, demande le policier. Quelle adresse? Celle que le marchand d'armes a écrite sous sa dictée. À mon avis, il ne l'a pas inventée non plus. Cette adresse doit avoir un rapport avec sa vie ou son entourage. C'est tout? Oui, cette fois, oui. C'est tout qui puisse vous être utile. Mais bien sûr, partant de là, des tas de déductions s'imposent. Ce genre de caractère est généralement le produit d'une éducation désastreuse. Des parents alcooliques ou séparés, ou pas de parents du tout. Entre parenthèses, voyez donc l'assistance publique. Malgré son apparence bien rangée, je pense qu'il a eu maille à partir avec la police déjà. Il est possible qu'il ait commis des infractions, etc. Quelques instants plus tard, le graphologue serre la main du policier ahuri et s'en va. Reste maintenant à vérifier s'il a vu la vérité ou si c'est du bluff. Grâce aux suggestions du graphologue, la police fait un tri parmi les centaines de dénonciations qui lui sont parvenues et n'en retient d'abord qu'une demi-douzaine. Et puis finalement, une seule. Le message numéro 234 qui est vérifié aussitôt. On y dénonce un certain Anton Fendrich, âgé de 20 ans, magasinier dans un grand magasin, qui aurait déclaré il y a quelque temps qu'il allait en faire voir à quelques-uns. On compare la fameuse signature Fled Spani avec des échantillons d'écriture prélevés chez son patron. La ressemblance est frappante. Alors, Anton Fendrich est interpellé et il est conduit à la police. Anton Fendrich est aussi éloigné du portrait robot établi par la police et par la presse qu'on peut l'être. Il mesure 1,82 m, bien bâti, athlétique, les cheveux bruns rejetés en arrière, une petite moustache, vêtu d'un complet sombre, croisé, chemise propre et cravate discrète.
alors que le portrait robot lui donnait un grand nez busqué, le sien serait plutôt en pied de marmite. Parmi ses amis et connaissances, personne ne peut croire qu'Anton soit le monstre qu'on cherche, puisqu'on le connaît comme un garçon aimable, rangé et prêt à rendre service. Son patron et sa propriétaire n'ont pas à se plaindre de lui. Dans le home de jeunes gens où il prend ses repas, les religieuses aiment beaucoup ce jeune homme bien mis, soigneux de sa personne et toujours complaisant. Il va jusqu'à les aider à faire la vaisselle. Anton ne fait aucune difficulté pour expliquer qu'il est né en 1942 dans le canton de Zug. Ses parents, paresseux et de mœurs dissolues, plusieurs fois arrêtés par la police, se séparèrent. Anton n'a pour ainsi dire jamais vécu en famille. Tout jeune, déjà, on le mit à l'assistance. On se donna beaucoup de peine pour l'élever par des méthodes pédagogiques spéciales. Il fut suivi par des psychiatres. En classe, il fut un mauvais élève. On ne peut cependant pas le considérer comme débile. À l'âge de 9 ans, il se mit à voler. À 16 ans, il commit des petites escroqueries et s'enfuit d'une maison d'éducation. Bien entendu repris, il fut interné de nouveau. Bref, il a passé 19 ans dans des maisons d'éducation et Anton déclare de lui-même que la liberté ne lui réussit pas, qu'il serait bon de l'enfermer, car il a commis pas mal de vols à Lucerne comme à Zurich, qu'il a pris des bijoux, des radios, des tourne-disques qu'il revendait. N'ayant jamais pu faire un apprentissage jusqu'au bout, avant d'être magasinier, il était ouvrier auxiliaire. Et devinez où, chers amis? Eh bien, dans un établissement, si à l'adresse que le dénommé Afflet de Spani a donné à l'armurier Zimmermann. Malgré cette coïncidence, Anton refuse de reconnaître les attentats à la bombe et sur les conseils du graphologue Litzenhoff, c'est en faisant appel à son honneur que la police finit par obtenir ses aveux. Et c'est tout simple. Un beau jour, Anton a ressenti l'envie de se venger en occasionnant un remue-ménage sans pareil pour jouir du spectacle. Il estima qu'une grande fête helvétique était le moment rêvé puisque la police était alors pleinement occupée. Il pensa aux incendies et finalement choisit la bombe. Le bruit des explosions lui faisait un plaisir fou, autrement exaltant que d'être seulement incendiaire. Si son dernier attentat avait attiré des milliers de badauds, il fut cependant déçu que la police ne fit pas fonctionner davantage les sirènes des voitures. Anton fit preuve de beaucoup de sang-froid et de ruse pour commettre ses crimes. Il ne portait jamais ses explosifs dans ses poches pour ne pas être pris au moment d'un contrôle de police. Il les attachait à une ficelle autour du cou et les portait ainsi sur le dos au milieu, sous la veste. Anton ne peut être considéré ni comme irresponsable, ni comme tout à fait responsable de ses actes. Mais il n'a aucun sens moral. Et c'est un psychopathe effroyablement dangereux qui sera condamné à 6 ans de réclusion criminelle, auquel succédera, espérons-le, un séjour long, sinon définitif, dans un établissement spécialisé. Ah, au fait, un détail qui conclut l'extraordinaire portrait du graphologue Litzenhoff. En effet, Anton avait bien fait du sport, puisque comme boxeur junior amateur, il avait gagné 2 championnats. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Nîmes, 1952, 27 octobre, 18h30. Les consommateurs jouent aux cartes au café de la Comédie attenant au théâtre. Un agent de police cycliste faisant une ronde aperçoit une lueur. Se rend compte que le feu s'est déclaré au théâtre
et se précipite au syndicat d'initiative pour prévenir police secours. Quelques minutes plus tard, la foule silencieuse, qui se masse, contenue par le service d'ordre, voit avec horreur des flammes jaillir du toit au-dessus de la scène du théâtre et monter à plus de 50 mètres de hauteur dans le ciel constellé d'escarbilles incandescentes. Le théâtre, intérieurement revêtu de bois, est désormais condamné, et la foule recueillie dans une immobilité poignante peut voir les artistes rameutés pleurer, tout en faisant la chaîne pour éloigner les costumes qu'un courageux pompier lance d'une fenêtre. Les pierres de la corniche commencent à tomber morceau par morceau. Le grand théâtre meurt, après une vie de 2 siècles, devant la ville entière, consciente que c'est une partie de son âme qui s'échappe en flammèche. Le 28 octobre, tandis que ce qui reste du théâtre de Nîmes, incendié la veille, reçoit, sous l'insolite éclat d'un soleil indifférent, l'hommage ininterrompu d'une foule consternée, l'inspecteur Bénet de la police judiciaire commence une enquête de routine. Le théâtre a flambé, certes, mais pourquoi? Il s'agit sans doute d'un accident stupide, mais lequel? Les artistes et les membres du personnel se sont rassemblés par force d'habitude devant l'entrée des artistes, devant ces ruines fumantes, où s'activent toujours les pompiers. C'est ainsi que l'inspecteur Bénet a connaissance des premiers témoignages qui font ressortir la soudaineté du sinistre. Maître Fichenet, chef d'orchestre, raconte. Nous étions dans nos appartements, ma femme et moi, en train de répéter. Soudain, nous avons entendu un crépitement insolite. « C'est la pluie ou la grêle ?» a demandé ma femme. Il m'en semblait que ce bruit inquiétant provenait de l'intérieur du théâtre. Par acquis de conscience, je me précipite au foyer de la danse. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal dans la salle même. J'ouvre donc la lourde porte métallique qui sépare le foyer de la scène. Ouh! Une bouffée de chaleur me saute au visage. En même temps, j'aperçois une lueur fulgurante du côté des cintres, côté jardin. Et déjà, le plafond de la scène n'est plus qu'un brasier. Et le chef d'orchestre conclut « Je n'ai que le temps de fermer précipitamment la porte et de donner l'alarme. » Derrière la façade étrangement préservée, il ne reste qu'un amoncellement de poutrelles tordues, de murs croulants, de planchers calcinés, où règne une fièvre intense. La police recueille les témoignages. Au magasin des accessoires, un sous-lieutenant de pompiers et 2 sapeurs sont en train de diriger leurs lances sur des amas de poutres encore fumantes lorsque le sol s'effondre. Les 3 hommes font une chute d'une dizaine de mètres. Comme 6 autres sapeurs ont déjà été hospitalisés, le capitaine des pompiers déclare « Certes, ce n'est pas cela qui remontera notre théâtre, mais s'il y a un responsable, j'aimerais bien qu'il soit connu. » L'incendie a gravement perturbé le circuit électrique du quartier et les employés de l'EDF essaient d'y remédier, en même temps qu'ils essaient de vérifier l'hypothèse émise par la presse selon laquelle un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Mais M. Dauby, chef électricien du théâtre qui loge sur place, n'est pas d'accord. Voici la version des faits qu'il donne à l'inspecteur Bénet. Il s'entretenait avec un machiniste lorsqu'il entendit une déflagration. Il arriva sur scène pour constater que la frise supérieure de la scène était en feu sur toute sa longueur. Une déflagration? Vous voulez dire une explosion? Mais comment l'expliquez-vous? L'explosion qui m'a alerté? Oh ben c'était sans doute l'éclatement de la verrière supérieure. C'est normal, affirme M. Dauby. Le vitrage est en effet conçu de façon à se briser dès que la température intérieure devient excessive. La fumée de l'incendie est évacuée ainsi, de manière à ne pas asphyxier les spectateurs si le sinistre éclate en pleine représentation. Mais aussitôt, les flammes aspirées par l'appel d'air qui s'est produit ont grandi, et ce fut le commencement de la catastrophe. Quant aux causes de l'incendie, le chef électricien est formel. Il ne peut pas s'agir d'un court-circuit. Depuis la fin de la représentation des pêcheurs de perles, c'est-à-dire depuis 1h du matin, le courant avait été coupé partout, sauf dans la loge du concierge, le bureau de la direction, mon propre appartement, qui justement ont été préservés. M. Dauby ajoute, il aurait mieux valu d'ailleurs que le feu se déclare pendant que la scène était occupée. On s'en serait aperçu tout de suite, tandis que là, je suis intervenu trop tard. Il m'a été impossible de manœuvrer la manche d'incendie intérieur, tant la température était devenue insupportable. Selon le concierge du théâtre, le feu a bien pris, ironie du sort, à cette partie des scènes qu'on appelle le grill. Il a voulu se précipiter pour ouvrir les vannes du grand secours, mais les flammes l'empêchèrent de l'atteindre.
Comme tout était éteint dans le théâtre depuis la veille au soir, et que le lundi est jour de congé pour tout le personnel, il est impensable qu'un court-circuit soit à l'origine de l'incendie. Et si ce n'est pas un court-circuit, qu'est-ce que c'est? C'est alors que la police reçoit une première lettre anonyme. Cherchez, dit cette lettre, si l'incendie ne serait pas la vengeance d'un artiste. C'est tout. Malgré sa répugnance, la police tient toujours compte des lettres anonymes. Aussi l'inspecteur rend-il visite à M. Francis Lenzi. M. Lenzi, né à Alger, âgé de 58 ans, après une respectable carrière de ténor, a été nommé directeur de l'opéra en 1949. M. Lenzi est encore mal remis de ses émotions. Il vient de vivre une nuit de cauchemar. Croyez-vous qu'un artiste de votre troupe pourrait avoir volontairement causé l'incendie, demande l'inspecteur Bénet. C'est impensable, répond M. Lenzi, après avoir hésité quelques secondes. Le commissaire insiste. Avez-vous congédié quelqu'un récemment? Oui, un jeune choriste. Mais ça ne peut pas être lui. Pouvez-vous tout de même m'en parler en détail? Alors, M. Lenzi raconte que quelques semaines auparavant, il est allé à Paris pour engager des choristes. Il a notamment ramené Joës Faès, le fils adoptif d'une certaine Eva Clossé, qui est d'ailleurs venu avec lui à Nîmes. Tout de suite, M. Finet, metteur en scène, et M. Fichenet, chef d'orchestre, se sont acharnés contre le garçon. Ils le trouvent minable. Il est vrai que M. Lenzi lui a fait passer 2 auditions et qu'elles n'étaient pas brillantes. M. Aimé, le directeur financier, voulait donc qu'on le renvoie. Mais M. Lenzi, lui-même ancien ténor, et qui connaît bien la misère de son monde, a expliqué qu'il était venu de Belgique avec sa mère et qu'il faudrait peut-être attendre la saison prochaine pour décider d'un renvoi, quitte à effectuer une coupure dans son salaire. Mais messieurs Aimé et Finet ne veulent rien savoir. M. Lenzi a donc annoncé le renvoi de son fils à Eva Clossé, accablée. Et il lui a promis de l'engager, elle, à la saison prochaine, s'il le peut. C'était le lundi, jour de relâche, 18h, lorsque le comptable vient faire sa comptabilité. M. Lenzi lui a donné le peu d'argent qui revenait à son fils, avec une gratification. Eva Clossé a voulu ramasser les affaires de son fils dans sa loge, car le train pour Paris part à 21h30 le soir même. M. Lenzi a appelé Louis, le garçon de course, pour qu'il accompagne Mme Clossé aux loges. Il les a vus descendre tous deux. Depuis, aucune nouvelle. Une enquête rapide auprès des autres artistes permet à l'inspecteur Bénet de se faire rapidement une opinion sur le jeune Joës Faès. Joës, petit blondinet de 20 ans, élevé dans les jupons de sa mère adoptive, en dehors des leçons de chant qu'elle lui donne, s'amuse à découper des soldats en papier qu'il colle sur du carton. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joës n'est pas particulièrement doué. Son ambition est d'être un ténor comme Luis Mariano. Son air favori, c'est la belle de Cadix, qu'il massacre d'ailleurs sans vergogne et sans se soucier des voisins. L'inspecteur décide néanmoins de se rendre à l'hôtel où le jeune homme résidait avant son départ. Il est très surpris de le trouver là. Ce n'est pas un jeune homme, mais tout au plus un garçonnet filiforme, sans consistance. Et le commissaire songe à abandonner cette piste. En effet, s'il était l'incendiaire, il est probable qu'il aurait pris le train dès son acte criminel accompli. Le garçon confirme à peu près le témoignage de M. Lenzi, mais nie formellement avoir mis le feu au théâtre et paraît sincère. « Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti à 21h30 » Ma mère a remis notre départ. Le commissaire n'insiste pas, la mère, Eva Clossé, n'étant pas là, il pense revenir la voir un peu plus tard. Mais, de retour à la police judiciaire, boulevard Jean Jaurès, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation d'un coupable inattendu. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, je vous l'ai dit, chers amis, 2 événements importants vont coup sur coup déclencher l'arrestation du coupable, car il y a un coupable. Le premier événement, c'est une lettre anonyme parmi tant d'autres lettres, toutes plus farfelues les unes que les autres, qui déclare sans détail superflu « L'incendiaire du théâtre, c'est Eva Clossé ». La lettre adressée à l'inspecteur est là depuis le matin même, mais l'inspecteur hésite. Eva Clossé ne peut être coupable, puisque M. Lenzi l'a vu quitter le théâtre en compagnie du garçon de course Louis. Il décide donc de convoquer ce dernier pour l'interroger. Maintenant, imaginez la scène, chers amis, car tout va se jouer en quelques minutes. Il y a là, outre l'inspecteur Bénet, assis derrière son bureau, le capitaine des pompiers, debout près de sa fenêtre, le représentant des compagnies d'assurance, vêtu de noir, malgré la chaleur, et enfin un policier belge qui vient d'arriver et qui transpire à grosses gouttes.
En effet, l'inspecteur a demandé des renseignements sur plusieurs artistes. Or, Joësse Faès et Eva Clossé sont belges. La police belge, ayant eu à s'occuper d'eux, plutôt qu'un froid et probablement incomplet rapport, a préféré envoyer ce policier. Tous écoutent ce dernier. Va-t-il leur apporter la lumière? L'amour du théâtre lyrique est vivace à Liège, explique le brave policier, et quiconque a un peu de voix ne rêve que d'entrer un jour à l'Opéra de Paris ou à la Monnaie de Bruxelles. C'est le cas en 1906 pour une jeune fille, la petite Eva Clossé, qui vocalise à longueur de journée. Mais elle est fort peu douée physiquement et vocalement. Elle obtient pourtant au Théâtre Royal de Liège en 1930 un petit bout de rôle. Tout émue, elle foule pour la première fois les planches. C'est le plus beau jour de sa vie. Elle se fait photographier en Mireille, assise sur un tronc d'arbre, commande des cartes de visite portant simplement Eva Clossé, artiste lyrique, et devient la femme d'Henri Faès, jeune premier comique, au Théâtre Royal de Liège. C'est à cette époque qu'une sœur d'Eva, alors célibataire, a l'imprudence d'avoir un enfant. Le bébé est d'abord élevé par la grand-mère, puis, pour permettre un riche mariage à la mère de l'enfant et faire plaisir à sa femme, Henri Faès adopte le gamin qui portera désormais le nom de Henri Joësse Faès. En 1934 et 1935, Eva Clossé atteint le sommet de sa carrière en jouant des rôles de duègne en second. C'est ensuite, insensiblement, par petites étapes, l'écroulement d'un beau rêve. Pour vivre, les cachets du Théâtre Royal devenant insuffisants, Eva Clossé et son mari font de la baraque, c'est-à-dire du théâtre ambulant. Là, au moins, Eva a la possibilité de jouer des rôles dépassant ses moyens. Un grand malheur doit compromettre définitivement sa faible réussite. Elle devient asthmatique, ce qui est une catastrophe pour une chanteuse. Son unique joie, c'est son petit Joësse qu'elle gâte plus qu'une mère. Le bambin, plutôt malingre, grandit dans cette ambiance de comédien perpétuellement en tournée. En 1942, Henri Faès et Eva Clossé divorcent pour incompatibilité d'humeur et elle reste seule avec son Joësse, espérant que plus tard, il sera un grand artiste. À ce point du récit du policier belge, l'inspecteur Bénet et le capitaine des pompiers deviennent très attentifs. Comme le portrait de la femme qui se dessine devant eux est très compatible avec celui de l'incendiaire par dépit ou par vengeance, l'inspecteur envoie immédiatement 2 policiers chercher Eva Clossé à son hôtel. Mais le représentant des compagnies d'assurance, pour qui la culpabilité d'Eva Clossé mettrait fin à tout espoir de recours, rappelle qu'elle ne peut pas être l'incendiaire puisqu'elle a quitté le théâtre en compagnie d'un garçon de course. Le policier belge demande l'autorisation de tomber la veste. S'épongeant le front avec son mouchoir, compulsant ses notes, il poursuit son rapport. Devant la détresse croissante d'Eva Clossé et son amour du métier, la direction du Théâtre Royal l'engage comme souffleuse. Elle retrouve ainsi l'ambiance des coulisses et de la scène. Hélas, blottie dans le trou du souffleur, les poussières lui brûlent la gorge, lui provoquant des crises d'asthme intolérables. Désespérée, après 2 représentations seulement, elle rentre dans son modeste logement pour se consacrer uniquement à l'avenir de Joësse. En attendant la gloire qui doit couronner plus tard le talent de son fils adoptif, elle se fait embaucher comme manœuvre à la Fabrique nationale d'armes de Liège, où elle fait également entrer Joësse. Tous deux, après un court stage, doivent quitter la Fabrique nationale. Eva pour son asthme, Joësse pour incapacité notoire. Les allocations de chômage et de maladie sont désormais leur seule ressource. Toute la journée, Eva, entre 2 quintes de toux, apprend à chanter à Joësse et de temps en temps fait de la baraque avec une tournée de province. Au mois de septembre 1952, elle joue encore dans La Porteuse de pain. Seulement, comme elle est inscrite au chômage, cela se sait, et elle se voit réclamer, comme indûment touchée, la somme de 7 500 francs belges, ce qui motive une enquête de la police belge. C'est le coup final, il faut trouver d'urgence quelque chose, quitter Liège, elle emprunte 2 000 francs belges à sa sœur, la mère de Joësse, et part pour Paris. Voilà. Voilà le rapport de la police belge, il s'arrête là. Tous les hommes se regardent. Eva Clossé n'est-elle pas une incendiaire possible? Oui, mais on l'a vu quitter le théâtre avec un garçon de course, rappelle le représentant des compagnies d'assurance. Alors on décide d'entendre le garçon de course qui vient d'arriver. Mais pas du tout, dit celui-ci. J'ai accompagné Madame Clossé jusqu'à sa loge, mais pendant qu'elle ramassait les affaires de son fils, on m'a appelé pour aller chercher le courrier. Quand je suis revenu, Madame Clossé n'était plus là. J'ai cru qu'elle avait quitté le théâtre. À ce moment, le téléphone sonne sur le bureau de l'inspecteur. Ce sont les policiers qui appellent de l'hôtel où ils sont venus chercher Eva Clossé pour signaler que celle-ci s'est absentée. Le gosse est-il là? Oui? Alors ramenez-le. Mais l'inspecteur a tout juste le temps de raccrocher qu'on lui annonce qu'une femme vient de se présenter et qui demande à le voir. Qui est-ce?
Eva Clossé. Faites entrer. Pâle, les mains légèrement tremblantes, mais affichant un calme hautain, Eva Clossé jette un regard sur les hommes autour d'elle, puis, avant même qu'ils aient le temps de se retirer, elle déclare « C'est moi qui ai mis le feu au théâtre. » Et la malheureuse raconte comment elle est arrivée avec son fils adoptif à Nîmes, toute pleine d'un dernier espoir. Comment, le soir de la première de La Juive, perdue parmi les spectateurs du poulailler, elle essayait de distinguer son protégé dans l'essaim des acteurs gesticulants, minuscules, en bas sur la scène. Joëce ignorait sa présence. Ce fut la seule soirée d'Eva au théâtre. Le dimanche soir, après la 3e représentation, Joëce rentre la tête basse. On voulait le licencier pour insuffisance. « C'est à ce moment-là que vous avez conçu votre projet criminel ?» demande l'inspecteur Bénet. « Non. Mais j'ai vivement protesté auprès de M. Lenzi. J'ai fait remarquer qu'il était abusif de nous faire venir de Belgique, mon beau-fils et moi, pour nous laisser sans travail. Le directeur m'a finalement fait savoir qu'une répétition aurait lieu le lendemain à 11h, que mon beau-fils et 3 autres choristes également congédiés auraient une chance de se repêcher. L'audition eut-elle lieu ? La voix d'Eva Clossé prend un accent mi-dramatique, mi-vindicatif. Oui, si on peut appeler ça une audition. Les 3 autres choristes ont été retenus. Quant à mon fils, M. Lenzi lui a dit seulement qu'il me recevrait dans son bureau vers 18h. Avez-vous répondu à cette convocation ? Oui, elle a répondu. Mais elle ne se faisait pas d'illusions. Et elle ne savait même pas comment payer l'hôtel. Comme c'était l'écroulement de 10 ans d'espoir, la fin de toutes ses ambitions, désespérée, elle a été boire dans un café. J'ai dû boire un peu trop, dit-elle. Je pleurais, je racontais ce qui nous était arrivé. Autour de moi, les gens me disaient qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. Je ne sais vraiment pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis repassé à l'hôtel, j'ai mis dans ma valise une bouteille d'alcool et des vieux chiffons. Je suis allé au théâtre vers 18h pour m'entendre dire que mon fils ne pouvait pas figurer dans la chorale du théâtre et qu'il me restait à passer la caisse pour toucher les 8 jours de salaire qui nous étaient dus. J'ai demandé que l'on me permette de prendre ma valise car je désirais m'en aller immédiatement. Le garçon de course du théâtre m'accompagna jusqu'à la loge. Comme je descendais l'escalier des artistes, le garçon de course fut appelé par un autre membre du personnel. Il s'excusa, prit congé. Je m'emparai alors de ma valise, et après avoir traversé l'escalier des danseuses, j'entrai sur la scène. Je sortis de ma valise la bouteille d'alcool à brûler, j'en projetai le contenu sur les décors côté jardin, et y mis aussitôt le feu. Une grande flamme s'éleva, montant jusqu'au cintre. La progression du feu fut-elle rapide ? Très. Je n'eus que le temps de m'enfuir précipitamment. À 100 mètres du théâtre, j'entendis des gens crier « Au feu !» En me retournant, je vis effectivement des flammes et d'énormes volutes de fumée. Qu'avez-vous fait de la bouteille vide ? Je l'avais emportée dans ma valise. Mais j'ai été prise de panique. Je l'ai jetée sur le sol, où elle s'est fracassée. Les débris de la bouteille seront effectivement retrouvés au lieu indiqué par l'incendiaire. Eva Clossé rentre alors dans son hôtel, où elle voit les petites danseuses engagées au théâtre qui pleurent parce qu'elles ne vont plus avoir du travail. Elle ne prend pas le train, passe une nuit sans dormir, et attend 8h du matin l'ouverture de l'église Saint-Paul pour se confesser. Le prêtre lui conseille de tout avouer, mais elle n'en a pas le courage. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Aussi, rentrée chez elle, elle écrit à la police la première lettre anonyme, celle qui indique seulement le mobile du crime. Le lendemain, dans une seconde lettre, elle révèle au commissaire le nom de la criminelle, et comme les policiers tardent à venir, elle décide de se constituer prisonnière, croisant sans le savoir les 2 inspecteurs qui viennent l'arrêter et qui ne ramèneront que Joëce. Vouliez-vous mettre le feu au théâtre ? Non. Non, je voulais faire peur. Jamais je n'aurais imaginé que l'incendie prenne de telles proportions. Quelques instants plus tard, elle est inculpée d'incendie volontaire dans un lieu habité. C'est la cour d'assises. Elle risque la peine de mort. En sortant pour aller à la prison, elle rencontre son fils adoptif dans les couloirs de la PJ. Elle lui dit « C'est pour ton honneur, mon chéri, que j'ai fait cela. » Joëce, à qui le destin décidément n'accorde que des rôles lamentables, se retourne. « Tais-toi, lui dit-il. T'as brisé ma carrière. »
Quand il apprend la nouvelle, son ex-mari, Henri Faes, qui fait de la baraque près de Bruxelles, et qui n'a pas revu depuis 10 ans son fils adoptif Joës, ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. C'est une drôle d'idée d'aller mettre le feu à un théâtre. Je n'admets pas ça. Pendant ce temps, Eva Clossé, qui fait de la prison préventive, se fait aimer de tous grâce à son humilité. Le dimanche, le prêtre, qui l'a confessé à Saint-Paul, l'a fait chanter à la messe. Elle n'a pas un sou, même pas une cigarette. Personne ne vient la voir, personne ne s'occupe d'elle, même pas son fils adoptif. Quand vient le procès, le 10 juillet 1953, comme Eva Clossé n'a pas d'avocat, c'est un ami de M. Lenzi qui se proposera gratuitement. Pendant le procès, l'avocat, pour défendre Eva Clossé, prétendra qu'elle fut autrefois la maîtresse de Francis Lenzi. Celui-ci, très sincèrement peiné de la situation de la malheureuse, ne protestera pas. Mais messieurs Aimé, Finet et Fichenet lui en voudront à mort de ne pas charger davantage Eva Clossé et de se déclarer convaincus qu'elle n'avait pas l'intention d'incendier réellement le théâtre. Eva Clossé est condamnée à 7 ans de prison. Toutefois, sa conduite est telle qu'elle sera relâchée plus tôt. Elle deviendra, paraît-il, infirmière dans un asile de débiles mentaux. Ridiculisé par ce procès, en proie à la haine, sa carrière brisée, Francis Lenzi, le directeur du théâtre, devra quitter Nîmes pour entrer comme employé de bureau aux établissements Dienner, 125 boulevard Haussmann. Et Joës? Oui, Joës, au fait, qu'est-il devenu? Pouf. Au moment du procès, il était manutentionnaire à Nîmes. Mais mérite-t-il vraiment que nous cherchions à en savoir plus? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le Limousin est un pays riche en mystères de toutes sortes. Les fermes, d'épaisses bâtisses serrées les unes contre les autres derrière un bocteau, enracinées dans la terre grasse, constituent souvent à elles seules un hameau qui prend le nom du lieu-dit. Un vrai petit village avec quelquefois 20 à 30 habitants vivant silencieusement autour d'un patriarche, un vrai petit village où le secret de famille ne passe pas facilement les murs épais. On trouve là des hommes et des femmes farouchement accrochés à leur terre, n'ayant pour unique but dans la vie que de faire prospérer des exploitations souvent confortables. C'est un pays où l'on n'aime pas ceux qui posent des questions, où l'on sait garder la bouche cousue. Un pays où l'on voit encore de temps à autre une chouette clouée par les ailes sur une porte pour attirer le mauvais sort sur les habitants du lieu. C'est dans ce cadre que se déroula une tragédie dont les seuls indices pour les enquêteurs furent un cadavre de femme et un peu de poudre bleue au fond d'un verre. Au secours! Jésus-Marie, au secours, bonne Vierge! Sainte Mère de Dieu, je suis empoisonné! Au secours! L'ombre qui régnait dans la ferme de l'Abbadie près de Château-Chervy fut déchirée soudain par ces hurlements. Au secours! Léonard! Léonard, viens à mon secours! Les hurlements de la femme redoublaient. Quelque part, un peu plus loin dans la maison, une faible lumière palpita, grandit et se stabilisa. On venait d'allumer une bougie. « C'est du poison! C'est du poison! Au secours !»
La voix de la femme passait de l'aigu le plus strident à un grave épouvantablement rauque. Léonard Durand, le maître de la ferme et des 20 hommes et femmes et enfants qui y habitaient, Léonard sortit du lit et courut le long du couloir en protégeant la flamme de la bougie de sa main creusée, les pans de sa longue chemise lui battant les mollets. Cela bougeait un peu partout dans la maison maintenant, et ils furent plusieurs à rejoindre Léonard sur le seuil de la cuisine obscure d'où venaient les cris. Seulement, depuis quelques instants, ils avaient cessé. On n'entendait plus qu'un souffle rapide, des frottements, comme un animal qui se roule par terre. « Maria! Maria! C'est-y toi qui as crié ?» interrogea Léonard. Le glapissement sauvage qui partit du fond de la pièce en réponse fit reculer d'un pas le petit groupe. Léonard tendit la chandelle en avant et la lumière jaune éclaira d'un coup sa sœur, Maria, qui se tordait par terre près du bougeoir qu'elle avait entraîné dans sa chute. Ils furent aussitôt 3 auprès d'elle, Léonard, sa femme Léontine et un journalier que l'on avait engagé pour le mois d'août. « J'ai bu du poison. J'ai mal. Du lait. Faites-moi boire du lait. » Maria, le corps raide, les reins creusés comme un arc, enfonçait ses talons dans le sol de terre battue. En fait, elle reposait sur ses talons et sur sa tête renversée en arrière, le cou démesurément tendu, un cou gonflé comme un jeune tronc d'arbre, où saillaient de manière inquiétante les tendons et la veine jugulaire. On tendit à Léonard une jatte de lait. Il essaya de redresser la tête de sa sœur. N'y parvenant pas, il tenta de lui desserrer les lèvres et il lui versa comme il put le lait qui ruissela sur les joues de la malheureuse. De seconde en seconde, le visage de la jeune femme se congestionnait davantage. Elle lança soudain ses 2 mains crispées vers son corsage qu'elle déchira, se plantant les ongles dans la poitrine et y laissant d'affreuses balafres. Léonard glissa tant bien que mal 2 doigts dans la bouche de sa sœur pour essayer de lui faire rendre le poison qu'elle avait avalé. Rien n'y fit, pas même le café salé. Les premiers cris n'avaient pas été poussés depuis plus de 10 minutes lorsque soudain, le visage de la jeune femme vira au noir et ses yeux se révulsèrent. Elle rendit l'âme dans un abominable hoquet. C'était fini. Ceux qui avaient assisté à cette fin horrible se redressèrent, s'écartèrent un peu, et l'on fit silence en regardant ce corps raide pour l'éternité, et qui semblait avoir pris tout entier l'affreuse couleur sombre du visage. Puis lentement quelqu'un osa lever les yeux, les autres regards suivirent, et l'on s'observa, toujours sans dire un mot, car tous avaient entendu les derniers mots prononcés par Maria. Dans un effort désespéré, elle avait désigné la longue table de chêne de la cuisine, et elle avait dit assez clairement, pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit d'aucun des spectateurs, « Là, poison. Roger. Empoisonné. » Léonard, le fermier, posa la chandelle sur la table, juste à côté d'un verre au fond duquel on put voir un peu de liquide bleuâtre. Une fine poudre bleu-vert s'était également déposée sur les parois du verre. Poison. Roger. Empoisonné, avait dit Maria avant de mourir. Terrible accusation. Elle avait prononcé le nom de Roger. Roger Fauveau, c'était le mari de la jeune femme qui venait de mourir, le beau-frère du fermier Léonard. « Faut faire venir le docteur », prononça enfin le maître de la ferme de l'Abadie. À cause de la pluie qui tombait dru, le docteur Liebmann mit un moment pour arriver, le temps qu'on aille le prévenir à Château-Chervy et de faire le trajet jusqu'à la ferme. Il n'eut pas besoin de regarder à 2 fois le corps toujours étendu au pied de la table dans la cuisine pour s'apercevoir que ce n'était plus de lui que l'on avait besoin. « C'est plutôt les gendarmes que vous auriez dû prévenir. Je vais rester jusqu'à leur arrivée. »« La maréchaussée à l'Abadie ?» Léontine, la femme de Léonard et belle-sœur de la morte, avait le visage fermé. « La maréchaussée à l'Abadie. Il ferait beau voir. » « Mais elle a été empoisonnée, madame Léontine. Je suis formel là-dessus. Il faut toujours prévenir les gendarmes quand la mort n'est pas naturelle. »« Oh, pas naturelle, pas naturelle. »
Elle se sera suicidée, voilà tout. Suicide ou pas, Madame Léontine, c'est ce qu'on appelle une mort pas naturelle. Ma sœur ne se serait jamais donné la mort, rugit Léonard. C'est pas un suicide. Un accident, peut-être. La discussion durait encore lorsque les gendarmes arrivèrent. Les gendarmes de ce rude pays, habitués au secret de famille, intervinrent avec rapidité et discrétion. Ils commencèrent par isoler le verre, qui contenait un fond de cette bouillie bleuâtre, mais aussi un sachet de papier posé à côté du verre sur la table de la cuisine. Au fond du sachet, il y avait aussi un peu de poudre. « Vous sauriez-il nous dire ce que c'est que ça, docteur ?» interrogea l'un des hommes en uniforme. « Je pense à du sulfate de cuivre, » répondit le docteur Liebmann. « Vous permettez ?» Il mouilla le bout de son index, s'en servit pour prélever quelques grains de la poussière suspecte qu'il déposa sur le bout de sa langue. Puis, il renifla le sachet. Oui, du sulfate de cuivre, mais avec autre chose, sûrement un poison violent. J'opterais pour de la strychnine. L'autopsie nous le dira. Mon Dieu. L'autopsie. Sanglota Léontine en cachant son visage contre l'épaule de son mari. Les gendarmes menèrent rondement un premier interrogatoire et le lendemain, après quelques coups de téléphone à 5 heures du matin, leurs collègues de la caserne Excellence à Paris vinrent arrêter Roger Fauveau à son domicile, le mari de la femme empoisonnée. Mais tout s'éclaira d'un jour nouveau lorsque l'on entendit parler pour la première fois de l'étrange docteur Michel, l'embaumeur de cadavres. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Qu'avaient donc appris les gendarmes appelés dans la nuit du mardi 18 août à la ferme de l'Abadie au cœur du Limousin? Après qu'ils eussent fait les constatations d'usage, jeté pudiquement une couverture sur le visage bleu-noir de la malheureuse Maria Fauveau, après que le docteur ait diagnostiqué un empoisonnement à la strychnine et au sulfate de cuivre, les représentants de la loi avaient entendu successivement les habitants de la ferme, à commencer par Léonard Durand, le maître, et sa femme Léontine. Ils eurent ainsi la confirmation de ce qu'ils savaient déjà un peu, car dans nos campagnes, les gendarmes connaissent bien les populations sur la sécurité desquelles ils sont appelés à veiller. Roger Fauveau, un brave garçon, sapeur-pompier à Paris, avait épousé Maria, qui s'était placée comme bonne dans une famille rue Monsieur-le-Prince. Maria était âgée de 26 ans. Roger avait 1 an de plus et ils venaient régulièrement tous deux passer leur congé à la ferme. Maria était arrivée le 6 du mois d'août. Roger l'avait rejointe pour une journée seulement, le 13. Maria avait dit à son frère Léonard qu'elle était souffrante, mais sans préciser de quoi, et lors de sa visite, Roger avait apporté pour sa femme un flacon de laudanum et il avait dit « C'est de la part du docteur Michel. Il m'a également donné pour toi un sachet de poudre de bleu de méthylène. Mais j'ai oublié la poudre à Paris. » C'est par la poste que Maria reçut 2 jours plus tard le sachet de poudre bleue ainsi que 5 cachets de Gardénal. Il y avait une lettre avec les médicaments, une lettre que les gendarmes purent lire. La voici. « Ma petite femme chérie, j'ai fait bon voyage, je suis heureux d'avoir pu t'embrasser un instant, je t'envoie les médicaments que Michel m'a donnés. Tu prendras les cachets pour tes insomnies et ensuite la poudre pour ce que tu sais. Prends bien ça le soir avant de te coucher dans de l'eau. J'espère que tu seras guéri avec ce que Michel m'a donné. Je te quitte en te couvrant de baisers, ton petit mari qui t'aime pour toujours. » Apparemment, les 2 époux devaient donc être en excellents termes, vu la tendre gentillesse de cette lettre. Et pourtant, c'est en avalant la mystérieuse poudre bleue que Maria avait trouvé une faim atroce. Voilà pourquoi les gendarmes de Saint-Germain-les-Belles, dont dépendait la ferme, alertèrent ceux de la caserne Excellence à Paris. Il était 5 heures du matin, le mercredi, lorsque l'on vint appréhender Roger Fauveau. Il dormait bien sagement dans son lit, rue Monsieur-le-Prince, au domicile de la dame qui employait Maria et qui les hébergeait tous les deux dans une chambre de service. Roger Fauveau accueillit les gendarmes calmement, avec un calme qui les étonna dès l'abord. Était-ce l'attitude d'un innocent, ignorant parfaitement ce qui a pu arriver pendant la nuit à son épouse et qui n'a rien à se reprocher? Était-ce au contraire le flegme d'un assassin qui a bien prémédité son coup, un homme qui aurait réussi à se débarrasser en quelque sorte par correspondance de sa femme et qui s'est préparé à jouer les innocents? Quand on lui apprit la nouvelle de la mort de Maria, Roger Fauveau resta sans réaction. C'était pourquoi faire ce soi-disant médicament? C'est à cette question des gendarmes que le jeune pompier commença à montrer un peu de gêne. On en apprit alors un peu plus sur la vie privée de Roger Fauveau.
Il avait épousé Maria, qu'il aimait sincèrement, et il se montrait envers elle un mari modèle, rapportant régulièrement sa solde à la maison. Il n'en gardait qu'une partie pour aller faire le jeune homme. Il sortait 2 fois la semaine, mais ces sorties, chers amis, étaient réservées à ce que l'on appelait une maison de société de la rue Grégoire de Tours. Dans ce lieu de plaisir, le jeune pompier trouvait apparemment des joies que Maria, sa vertueuse moitié, ne lui dispensait pas au creux du lit conjugal. Ces dames, les pensionnaires de chez Marcel, avaient donné à Roger le sympathique surnom de Petit Pompon. « Tiens, voilà le Petit Pompon !» s'exclamait à son entrée la jolie Marcel, la patronne, et la blonde Micheline se précipitait du fond de la salle pour sauter au cou de son visiteur. À ses camarades de service, comme lui au théâtre du Vieux-Colombier, Roger avait confié qu'il ne dépensait pas souvent de l'argent auprès de ces dames, et il semble en effet qu'elles aient apprécié sa compagnie pour d'autres raisons que son portefeuille. Elle lui avait donc donné ce surnom de Petit Pompon, mais aussi autre chose. Oui, un souvenir dont il se serait bien passé. Je m'en suis aperçu il y a un peu plus d'1 mois, se confessa-t-il aux gendarmes qui l'ont interrogé. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais contaminé ma femme. Je lui ai demandé d'aller voir un toubib, mais elle ne voulait pas, elle avait trop honte, et elle m'a demandé de me débrouiller pour lui trouver un médicament. Et alors, t'en as profité pour lui donner du poison et te débarrasser d'elle. Mais non, c'est pas vrai. C'est Michel, le docteur Michel, qui m'a donné cette poudre bleue. Le docteur Michel? Michel comment? Quelle adresse? Mais je sais pas, moi, le docteur Michel. Je l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Mais je sais pas son nom, moi. Il a soigné beaucoup de mes collègues avec du bleu de méthylène et ça a très bien marché, alors j'en ai demandé, mais je sais pas son adresse. Je le rencontrais dans des bistrots, on prenait un verre ensemble, mais je vous jure que c'est lui qui m'a donné la poudre. Qui pouvait croire à l'existence du fantomatique docteur Michel? Pourtant, les gendarmes de la caserne Excellence poussèrent une enquête dans les cafés du quartier latin et plusieurs personnes prononcèrent le nom de ce personnage. Il existait donc bien. On le retrouva, soignant ses roses, dans son jardin de Saint-Maur, en tricot de corps et en bretelles, l'arrêt impeccable, le cheveu griffé, la moustache cirée, l'air d'un officier en civil. Michel, le docteur Michel, s'appelait Monsieur Michel Courteau, profession embaumeur de la faculté de pharmacie. Cet homme était préparateur pour les cours d'anatomie, il passait sa vie à manipuler et à découper des cadavres livrés par les hôpitaux. Un curieux bonhomme, souriant mais distant, peut-être parce qu'une centaine de milliers de corps inanimés étaient passés par ses mains avant d'aller enrichir le savoir des futurs pharmaciens. C'est lui aussi qui, le matin des exécutions capitales, attendait les familles des suppliciés au bord de la tombe ouverte du cimetière d'Ivry et leur demandait le cadavre du criminel au nom de la science. Il avait, dans ces occasions, une politesse et un savoir-vivre dignes d'éloge, et c'est sur ce ton qu'il répondit aux enquêteurs. « Moi? Jamais je n'ai fourni aucune poudre, aucun médicament à qui que ce soit. »« Roger Fauveau? Ce nom-là ne me dit rien du tout. Il est pompier, dites-vous. »« Oh, j'en connais bien sûr des pompiers, mais je les confonds. Ils ont tous le même uniforme. Pourtant, il vous connaît, lui. Il vous appelle même Docteur Michel. Vous n'avez jamais été docteur, monsieur Courteau. » Non, certes, mais comme je travaille à la faculté, les cafetiers et ceux avec qui je bois un verre au comptoir m'ont donné ce surnom. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous appeler comme ils veulent. C'est vrai, je n'ai jamais été docteur et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai jamais fourni de poudre ni bleue ni autrement à qui que ce soit. Michel Courteau avait l'air tellement sincère que les gendarmes enregistrèrent ses déclarations et repartirent interroger le pompier Fauveau. « Tu nous as menti, Fauveau. Le docteur Michel ne te connaît pas, et il nie t'avoir donné ce médicament. »« Comment ça, il me connaît pas? Vous voulez la preuve? » ?»« Allez donc, rue Grégoire de Tours. Demandez à Marcel, la tenancière. » 2 gendarmes se rendent donc dans la maison close. La blonde Marcel est toujours souriante. « Roger? Le petit pompon? Ah, ça oui, on le voyait toujours avec des collègues à lui, ou tout seul. Mais tenez, il y a de ça, attendez donc, ça va faire 1 mois cette semaine. Il est arrivé un après-midi avec un monsieur très bien. Un bourgeois d'environ 50 ans, genre militaire, très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire. Roger nous a dit « Je vous présente mon ami le docteur Michel, de la faculté de médecine. » Vous êtes sûr qu'il a dit « mon ami le docteur Michel » ? Ah, pour ça oui. Même qu'il en était très fier de dire que c'était son ami et qu'il lui a proposé lui-même de monter avec Micheline, celle qu'il prenait d'habitude. Lui, il a changé pour une fois. Il est allé avec Jeannette. Tant de précisions méritaient des commentaires et l'on commença à se poser des questions à propos du fameux docteur. « Non, mainta Michel Courteau, non.
Jamais je n'ai fourni la moindre poudre bleue, le moindre médicament à ce Roger Fauveau. D'ailleurs, vous n'avez aucune preuve. Ce pauvre garçon travaille du chapeau. » Perplexité des gendarmes. « Fauveau, tu t'es rendu auprès de ta femme que tu avais envoyé prendre l'air chez son frère. Tu étais là-bas le 13 août. Or, tes supérieurs nous ont confirmé que tu n'avais pas de permission régulière. Pourquoi cette hâte pour la rejoindre? » « Je m'ennuyais d'elle. Puis j'avais des remords pour lui avoir passé cette vilaine maladie. Je voulais lui apporter le plus vite possible le médicament qui la guérirait. »« Mais tu ne lui as apporté qu'un flacon de laudanum. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'elle a reçu par la poste la fameuse poudre bleue, accompagnée de 5 cachets de Gardénal. »« Ah oui, j'avais oublié le sachet à Paris. Alors tu y vas pour le porter et tu l'oublies. Ça tient pas debout. Quant aux 5 cachets de Gardénal, tu lui as écrit de les prendre le soir avec un peu d'eau. 5 cachets, c'est une dose à endormir un cheval. Tout se passe comme si tu avais voulu qu'elle soit droguée, inconsciente, et que le poison bleu puisse ainsi la tuer sans qu'elle souffre. Allez, à vous, Fauveau. Je suis innocent. Ma femme connaissait l'usage du Gardénal et savait qu'elle devait prendre un cachet seulement chaque soir. Elle n'aurait jamais pris les 5 en même temps. » L'enquête se poursuivit et amena un certain nombre de bizarreries. Par exemple, on découvrit à la ferme de l'Abadie plusieurs flacons d'un produit appelé taupinase, qui, comme son nom l'indique, est destiné à détruire les taupes. C'est un terrible poison à base de strychnine et de sulfate de cuivre. Une poudre de couleur bleu-vert. Que faisait ce poison dans la ferme et comment Léonard, le fermier, et Léontine, sa femme, en ignoraient-ils la présence et ne pensèrent-ils pas le signaler aux gendarmes? L'analyse cependant détermina que Maria Fauveau avait succombé plutôt à l'absorption d'un produit appelé non pas taupinase, mais taupicine. Or, le 11 septembre, l'autre sœur de Maria, qui habitait Paris sur le même palier que le ménage Fauveau, se manifesta auprès de la police. « Voici une pièce à conviction que j'ai trouvée derrière la cuvette de la table de toilette de Roger Fauveau, mon beau-frère, » signala cette dame qui s'appelait, ô coïncidence, Madame Gendarme. 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 septembre, la même Madame Gendarme remettait aux enquêteurs un essuie-main également trouvé chez Roger Fauveau et taché largement du même produit bleu-vert. Or, suivez-moi bien, chers amis, car les dates sont importantes. Cette taupicine a donc été miraculeusement découverte, en gros, milieu septembre. Or, le 22 août, une perquisition de la police au domicile de Fauveau n'avait rien donné. De même, une femme de chambre, nouvellement engagée par la logeuse de Fauveau, avait nettoyé à fond tout l'appartement et déclara sur l'honneur n'avoir rien vu non plus. Fauveau proclamait encore son innocence lorsqu'il comparut devant les jurés de la cour d'assises. Lors de ce procès apparurent clairement les points mystérieux de cette affaire. Un habitant de la ferme déclara que Maria Fauveau avait préparé la mixture bleue dès réception du paquet, mais qu'elle hésitait avant de la boire parce que son aspect n'était pas engageant. Le verre était resté 2 jours sur le buffet de la cuisine. Fauveau avait donc bien pu envoyer du bleu de méthylène et une main criminelle se serait alors chargée de remplacer le verre contenant le médicament par un autre contenant le poison. Qui avait volontairement placé un flacon de taupicine sur la table de toilette de Fauveau dès que le résultat de l'analyse fut connu? Maria Fauveau n'avait-elle pas eu une dispute avec son frère Léonard et sa sœur Madame Gendarme? Cette dispute n'avait-elle pas pour origine le désir de Maria Fauveau et de Roger de racheter les parts de la ferme de l'Abadie que détenaient précisément Léonard et Madame Gendarme? Un médecin ne vint-il pas témoigner à la barre que Léonard avait consulté un docteur peu de temps avant le drame pour lui demander de faire interner sa femme Léontine? Dans une crise de nerfs, elle avait saisi son jeune fils et, brandissant un flacon de teinture d'iode, s'était écrié « Je vais l'empoisonner, je vais l'empoisonner !» Et enfin, pourquoi le mystérieux docteur Michel avait-il, jusqu'au procès, réussi à échapper à une confrontation directe avec Roger Fauveau? L'avocat général abandonna l'accusation. Ce fut le coup de théâtre. Fauveau fut acquitté. Quant au véritable criminel, si meurtre il y a eu, nous avons perdu sa piste. La documentation de notre ami Grégory Franck s'arrête malheureusement à ce procès. Mais si quelqu'un d'entre vous possédait des renseignements supplémentaires, qu'il n'hésite pas à nous écrire pour compléter ce dossier extraordinaire et peut-être
Grâce à vous, chers amis, saurons-nous qui versa dans le verre de la femme du petit Pompon un sachet de poudre bleue. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier extraordinaire que nous propose aujourd'hui Jacques-Antoine est particulièrement intéressant car il nous apprend ce que nous ignorions encore, la technique à utiliser pour obtenir des aveux. Quels que soient les indices, les preuves, la perfection d'une enquête, rien ne vaut pour étayer une accusation les propres aveux du coupable. Inutile de dire que l'obtention des aveux par la force, par ailleurs ignoble et illégale, est la plus mauvaise des techniques, car elle est trop fertile en fausses déclarations, en faux aveux faits pour échapper à la douleur ou à la peur. Elle provoque des retours en arrière et transforme en imbroglio les affaires les plus claires. Un bon policier doit donc utiliser une technique purement psychologique pour amener une personne suspectée à oublier l'instinct de conservation au point d'en arriver à cette apparente aberration, l'aveu qui la condamne. C'est un exemple passionnant de cette méthode que nous allons maintenant découvrir ensemble. Nous tenons l'essentiel de ce dossier du récit de René Le Chat, commissaire en chef aux délégations judiciaires de Belgique. Pour des raisons faciles à comprendre, nous n'utiliserons ni les noms réels des protagonistes de cette affaire, ni les lieux géographiques véritables. Le drame, d'ordre essentiellement psychologique, se présente comme suit. Versilly, né en 1892 à Charleroi, y exerce pendant longtemps la profession de maraîcher. Sa fille, Marie-Madeleine, née en 1918, qui lui est très attachée, l'aide dans son commerce. Versilly est un homme de grande taille, brun, bien bâti, et même assez athlétique, mais avec ce teint bistre, ses yeux foncés, rapprochés et brillants, toujours légèrement cernés, qui vous donnent l'impression d'avoir affaire à un éternel malade. C'est au demeurant un homme calme d'apparence, intelligent, honnête et sérieux. Sa fille Marie-Madeleine est une brunette agréable, tour à tour exaltée et renfermée, par moments très ordonnée et méticuleuse, à d'autres moments brouillonne et rêveuse. Ce qu'il y a de plus attendrissant chez elle, c'est son sourire, qui sait être enjoué, mutin, ou triste, ou tendre. Veuf, Versilly se remarie avec une femme de nationalité française qui ne parvient pas à vivre en bonne intelligence avec sa belle-fille. Quand Marie-Madeleine atteint l'âge de 15 ans, son père la place chez sa grand-mère dans le nord de la France, mais elle ne peut vivre loin de lui et le supplie de la reprendre au foyer paternel. Versilly se laisse facilement fléchir et elle revient. Alors le désaccord s'accentue entre les deux femmes. Versilly marie sa fille à un jeune Français du Nord. À peine le ménage s'est-il installé dans cette région que Marie-Madeleine renouvelle ses supplications auprès de son père pour qu'il vienne la rechercher, et Versilly ne peut y résister. En 1937, Versilly et sa femme s'installent donc à Lille. Marie-Madeleine, qui vient de donner le jour à un bébé, les y rejoint et vit non loin d'eux. Versilly loue dans la banlieue une grande exploitation maraîchère
et sa fille va parfois l'aider dans ses travaux. Quelques mois plus tard, la rupture du ménage Versilly se précise. Versilly quitte son foyer, s'installe avec sa fille et son petit-fils dans la maison maraîchère. Sa femme déclare alors à des amis que son mari a pour Marie-Madeleine un attachement trop marqué. Le lendemain, celle-ci se montre plusieurs fois dans le village. On ne devait plus l'y revoir vivante. Sa disparition ayant été constatée, son père finit par faire la déclaration suivante. Il conservait une somme d'argent assez importante chez lui, dans un tiroir de secrétaire. Depuis quelque temps, Marie-Madeleine semblait préoccupée et refusait de s'ouvrir à son père du secret qui semblait l'oppresser. Finalement, il a constaté à la fois la disparition de ses économies, des affaires de toilette et quelques vêtements de sa fille. Tout semble donc indiquer qu'il s'agit d'une fugue. Versilly met son petit-fils en pension et retourne s'installer seul en Belgique. Cependant, certains parents et amis de Marie-Madeleine sont étonnés que celle-ci ne donne aucune nouvelle. Leur inquiétude les amène à demander l'intervention du parquet de Lille. Certains n'hésitent pas à accuser Versilly de cette disparition. La police belge le convoque, et c'est ainsi que le commissaire Lechat se trouve pour la première fois en face de Versilly. Monsieur Versilly, depuis votre dernière déclaration, votre fille s'est-elle manifestée? Non, monsieur le commissaire. Est-ce que vous ne trouvez pas cela étrange? Bien sûr que si, monsieur le commissaire. Vous savez, monsieur Versilly, que c'est à la demande de certains parents et amis de votre fille que nous sommes amenés à vous interroger. Hélas, monsieur le commissaire, j'ai dit tout ce que je savais. Vous pensez bien que si je pouvais vous aider, je le ferais. Je ne comprends donc pas pourquoi vous m'avez convoqué. Monsieur Versilly, la police française nous ayant laissé entendre que vous connaissiez les véritables raisons de la disparition de votre fille, vous voyez bien que nous ne pouvions pas faire autrement. La voix de Versilly devient glaciale. Monsieur le commissaire, en ce qui me concerne, je n'ai pas porté plainte pour le vol que ma fille a commis chez moi. Et si je taisais une information quelconque au sujet de sa disparition, ce ne pourrait être que dans son propre intérêt et à sa demande. Ma fille est majeure. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît. Les personnes qui sont intervenues auprès de la police se mêlent donc de ce qui ne les regarde pas. Le commissaire, l'air ennuyé, regarde fixement Versilly. À moins que quoi? Versilly se lève d'un bond. J'ai compris, on me soupçonne. Mais c'est absurde, monsieur le commissaire. J'adore ma fille. Je n'admets pas ces soupçons. Je me refuse à tout interrogatoire. La police n'a pas le droit d'importuner un citoyen irréprochable, surtout en partant de simples ragots. Cet homme a raison, et le commissaire est obligé de mettre l'enquête en veilleuse. Toutefois, il obtient l'autorisation de visiter sa maison et de jeter un coup d'œil sur les effets de Marie-Madeleine. C'est alors qu'une lettre de Marie-Madeleine à son père tombe entre les mains du commissaire. Cette lettre, datée de 1938, alors que Versilly n'avait pas encore quitté sa femme, comporte des expressions telles que « Je ne peux pas vivre sans toi »,« Papa mon amour »,« Ta chère présence »,« Cette nuit je n'ai pas pu dormir en pensant à toi »,« Les nuits loin de toi sont un supplice », etc., etc. Il est évident que ces expressions manifestent une intimité pour le moins suspecte. Aussi, dès le début de 1939, la police mobile de Lille intervient. Son chef explore toute la propriété maraîchère. Il prospecte notamment le sous-sol d'une serre de culture où, peu avant la disparition de sa fille, Versilly a défoncé le sol pour préparer une plantation de tomates qu'il a d'ailleurs réellement effectuée. Et là, à 1 mètre sous la terre, la police trouve un corps de femme en état de décomposition avancée. On ne tarde pas à l'identifier. C'est celui de Marie-Madeleine. L'autopsie révèle la strangulation à l'aide d'une corde et des mains. Cette fois, Versilly, appréhendé par la police belge, comparaît comme suspecte devant le commissaire-chef. Celui-ci l'a jaugé lors du premier entretien.
et comprit qu'il doit exclure de son attitude toute arrogance, toute manifestation de supériorité qui obligerait Versilli à se mettre en garde. Il va donc lui parler avec calme, pondération et objectivité. C'est l'histoire, hein? C'est vous. Je comprends très bien maintenant que la dernière fois que nous nous sommes vus, vous n'ayez pas pu me dire tout ce que vous saviez sur la disparition de votre fille. Mais maintenant que l'on a retrouvé le cadavre, je dois vous poser quelques questions. Et le commissaire commence à poser ses questions à Versilli, qui est assis en face de lui, la figure bien éclairée, afin qu'aucune de ses hésitations, aucun de ses réflexes et de ses réactions ne lui échappe. Il évite avec soin tous les termes qui pourraient rebuter le suspect, l'inhiber ou le bloquer. Par exemple, il ne prononce pas les expressions rapport sexuel, inceste, assassinat. Mais il use au contraire d'euphémismes. Les rapports sexuels deviennent des rapports affectifs. L'inceste devient un lien passionnel et l'assassinat, la catastrophe. De sorte qu'après avoir nié, Versilli se laisse aller à des demi-aveux. Les mots inceste, rapport sexuel et assassinat n'ayant jamais été prononcés, Versilli n'a pas à les réfuter, mais il admet être responsable de la mort de sa fille, échafaudant une version qui est à la fois un système de défense et d'accusation. Il s'explique d'une voix sourde, tour à tour le visage penché en avant, ou les yeux dans les yeux du commissaire. Depuis longtemps, dit-il, ma femme me poussait à faire disparaître Marie-Madeleine qui, par son excès d'affection envers moi et son agressivité envers elle, faisait obstacle à notre bonheur. Ma femme me conseillait tous les moyens, y compris le meurtre. Elle finit même par me l'imposer, par exiger l'enfouissement du corps de Marie-Madeleine dans la serre. Elle alla jusqu'à surveiller l'exécution de la fosse. Mais j'étais évidemment opposé au crime. J'ai fait néanmoins semblant de céder, et pour donner le change, j'ai creusé le sol, mais en fait, je préparais une plantation. Je voulais soustraire ma fille à la hargne de ma femme. Je l'amenai donc à la maison maraîchère avec son jeune enfant pour la protéger et essayer de la réconcilier avec son mari. Je partis à la recherche de ce dernier, mais je ne le trouvais pas. J'insistai sans succès auprès de ma fille pour qu'elle retourne près de sa grand-mère. Au cours d'une discussion au sujet de ma femme, Marie-Madeleine me traita de lâche. Sous l'insulte, je fus la proie d'une violente colère qui éclata malgré moi. Je frappai ma fille au visage d'un coup de poing. Elle s'écroula. Elle râlait. Affolé, convaincu qu'elle se mourait, je lui serrai le cou pour abréger ses souffrances. Puis, pris de peur, je l'ai enfouie dans la serre. Les aveux de Versilli sont suffisants pour motiver une inculpation, mais dans quelle mesure a-t-il menti? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Vous allez voir que pour le savoir, le commissaire va se livrer à un interrogatoire passionnant. En effet, le devoir de celui-ci est de permettre l'application de la loi. Or, la loi prévoit une peine relativement légère pour un accident, alors qu'elle prévoit les travaux forcés à perpétuité pour un crime volontaire et prémédité. On comprendra bien que le commissaire a l'impression de commettre une injustice s'il se contente de la version de Versilli, alors que tout indique qu'elle dissimule un crime bien plus grand. Enfin, Versilli fait reposer la responsabilité morale de la mort de sa fille sur sa femme. Celle-ci devrait donc, malgré ses dénégations, être poursuivie et condamnée aussi, ce qui ne peut être accepté sans preuve. Or, les seules preuves que la police belge puisse obtenir rapidement, le crime s'étant passé en France, ce sont les aveux de Versilli lui-même. Le commissaire décide donc de reprendre l'interrogatoire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Cette fois encore, le commissaire s'efforce d'être calme et presque respectueux de son interlocuteur. Il est bien décidé à ne pas quémander ses aveux, à ne pas insister en ayant l'air de mendier des paroles révélatrices, en disant par exemple « Avouez, mais avouez donc! Allons, dites-moi la vérité !» À ne pas le menacer surtout de l'intervention d'un chef, d'un interrogateur plus puissant, car alors Versilli se gausserait, rirait sous cape de le voir si malheureux de ne pas réussir et mentirait avec assurance, convaincu de lui faire croire n'importe quoi. Il cherche donc une expression destinée à faire comprendre dès le départ à l'accusé qu'ils sont sur la même longueur d'onde, qu'il le comprend.
Tandis que Versilly, assis devant lui, immobile, se prépare à une défense pied à pied, le commissaire parcourt quelques lignes du dossier. Il lève la tête, puis il dit en soupirant « Ah, les femmes !» Versilly ne bronche pas. Mais le commissaire sait qu'en lui-même il a pensé « Tiens, le commissaire aussi doit avoir eu des problèmes avec les femmes. » D'après ce que je comprends, dit le commissaire, votre femme n'a pas un caractère facile. J'ai même l'impression que vous n'avez pas du tout le même caractère. Ah, ça n'a l'air de rien, ces facteurs psychologiques, poursuit le commissaire, mais ça peut être lourd de conséquences, et personne n'y peut rien. Ça finit même par rejaillir sur les plans les plus intimes. Quand on ne s'entend pas toute la journée, il n'y a pas de raison qu'on s'entende la nuit. J'ai vu ça si souvent. Au fait, ce n'est peut-être pas votre cas. Versilly a un geste désabusé qui ne signifie ni oui ni non. Donc c'est bien son cas. Et bien entendu, reprend le commissaire, pour ces dames, c'est toujours la faute de l'homme. Elles vous font des remarques désagréables. On finit par se sentir diminué, à tort ou à raison. On commence à douter de sa propre virilité, on en souffre. C'est vrai, pour être heureux et équilibré, un homme a besoin d'être rassuré de ce côté-là, n'est-ce pas? Cette fois, dans le silence du bureau, le commissaire entend nettement Versilly répondre d'une voix très basse. Oui. Alors le commissaire reprend son soliloque avec adresse, avec passion. Il est au cœur de son métier, il parle longuement à Versilly, de sa famille, de sa femme, de sa fille, et au fur et à mesure que ses réponses d'abord hésitantes se précisent, elles renforcent l'hypothèse que le commissaire s'est forgée. Il lui fait comprendre, avec toutes les nuances qui conviennent à un tel sujet, qu'il a deviné le mécanisme de son comportement conjugal et paternel, de son comportement sexuel surtout, avec sa femme et avec sa fille. Bientôt, Versilly admet que Marie-Madeleine, sous l'influence d'un complexe d'Édipe mal évolué, lui a manifesté une passion toute physique, qu'elle s'est révélée essentiellement féminine et passive. Certes, il a longuement lutté contre cette attirance morbide, mais il reconnaît que sa répulsion naturelle a été vaincue par le besoin de jouer un rôle de mâle actif. Un jour, il a cédé, et en a ressenti tout de suite une violente culpabilité. Le commissaire parle de ces choses-là comme s'il s'agissait des choses courantes de la vie. Et Versilly, d'abord raide dans son fauteuil, se décontracte et abandonne sa position défensive. « Vous avez dû souffrir énormément, dit le commissaire, partagé entre ce besoin légitime de prouver votre virilité et un sentiment de dégoût croissant, jusqu'à la nausée. D'autant que vous deviez souffrir aussi de la rupture de votre ménage, rupture dont votre fille était la cause, en fait. » Versilly ne fait pas de déclaration fracassante, il ne dit jamais totalement oui ou totalement non, mais implicitement, il adhère à la version du commissaire qui petit à petit entre dans le détail de ses états d'âme, de ses luttes intimes. Il suppose que Versilly a essayé de vaincre sa propre passion et de reprendre sa vie conjugale en éloignant Marie-Madeleine. Hélas, il n'a pas pu réussir parce que sa fille, intimement et complètement satisfaite, opposait une résistance farouche à chaque tentative de séparation. À pas mesurer, le commissaire en arrive à l'essentiel. Comment cette tentative désespérée de libération a pu l'amener à envisager le meurtre? Mais il ne se montre pas outré qu'une telle pensée ait pu lui venir, ni même révolté à l'idée que le crime ait pu être commis. Il s'efforce de ne pas avoir l'air surpris par les mensonges, le sang-froid, la moralité ou le cynisme de Versilly. D'ailleurs, le commissaire ne s'intègre pas à l'action. Il veut éviter à tout prix que Versilly voie en lui un censeur moral, un père courroucé, un juge qu'il condamne. Il veut avoir l'air maintenant d'un homme qui comprend et qui ne prétend qu'à enregistrer imperturbable les déclarations de son interlocuteur sans y participer affectivement. C'est ainsi qu'il envisage l'impulsion au meurtre, le besoin de supprimer Marie-Madeleine, l'objet de la passion coupable, la recherche obsédante d'une libération, une sorte d'affolement, d'impression d'être coincé, esclave de ses sens, prisonnier de la passion de sa fille. Solution, la tuer.
La seule voie qui reste ouverte pour obtenir une sorte de réhabilitation vis-à-vis de lui-même. C'est alors que le moment tant attendu par le commissaire survient. Le regard de Versilly, confiant et troublé tout à la fois, et son attitude tout entière, l'en avertit. Brusquement, Versilly a confiance. Cette confiance est déraisonnable. Déraisonnable, en ce sens qu'elle est étrangère à tout raisonnement, et point assise dans l'inconscient de Versilly. Versilly éprouvait déjà, venant des profondeurs de l'inconscient, un impérieux besoin d'avouer. Jusque-là, sa prudence l'en empêchait. Mais maintenant, cette confiance absurde détruit toute prudence, et l'instinct de conservation, l'amour de la liberté sont subitement balayés. Brusquement, Versilly déclare: tout ce que vous dites est vrai. Si vous le savez, vous n'ignorez rien du reste, et je ne peux plus vous le cacher. Et les aveux viennent précis. L'inceste de longue date, l'homicide prémédité avec toutes ses circonstances, la mise totale de l'épouse hors de cause, etc. Mais contrairement à ce que vous pensez, chers amis, ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais un dossier de police n'est jamais trop bien fait, trop complet. Et les autorités judiciaires belges se prennent à supposer que Marie-Madeleine aurait pu se trouver enceinte des œuvres de son père, ce qui aurait pu précipiter le drame. On estime en haut lieu que ce point doit être éclairci et le commissaire est chargé d'un nouvel interrogatoire. C'est lui-même qui nous a raconté cette 4e et dernière rencontre, en insistant particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'il va s'asseoir devant Versilly, le commissaire ne doute pas du succès. Les aveux qu'il a obtenus sont beaucoup plus graves, tout compte fait, que ceux qu'il espère maintenant. Versilly a confiance en lui. Il le voit bien à la façon dont il le regarde. Alors, sans s'en rendre compte, le commissaire le salue trop froidement, avec une autorité trop hautaine. Tout en parlant, le commissaire ouvre son dossier, et tout en parlant aussi, il se rend compte qu'il accomplit ce geste avec une sorte de satisfaction, comme heureux de revenir à ces quelques papiers qui symbolisent un triomphe personnel. Il veut se reprendre, mais déjà il est trop tard. Un regard rapide comme l'éclair sur Versilly lui laisse voir que celui-ci a froncé les sourcils. Alors le commissaire essaie de réparer par ses propos l'impression fâcheuse que son attitude a pu créer, mais là aussi il est trop tard. Il est parti de l'avant, il a été trop vite. Il a déjà prononcé les mots interdits. Inceste, fille enceinte, soupçon de sa femme et surtout, motif du crime. Alors rien à faire. Versilly se fige. Le commissaire, se doutant déjà qu'il va échouer, fait de son mieux. Mais il a l'impression de quémander. Versilly, qui se raidit, doit sentir que le commissaire attend ses aveux pour se sortir de cette situation difficile. Et brusquement, Versilly parle. « N'insistez pas, commissaire, c'est inutile. Je sens que vous êtes du côté de ma femme. Je ne vous dirai plus rien. » Et le mutisme de Versilly est définitif. Comme l'état de décomposition du cadavre ne permet pas de relever d'indices de grossesse, cette charge ne peut être retenue. Néanmoins, Versilly sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Maintenant, vous comprenez, chers amis, pourquoi le commissaire a tenu à mentionner le dernier épisode. Parce que cet échec confirme bien que les vrais aveux sont le résultat d'un mécanisme purement psychologique, où la raison et la brutalité n'ont aucune part. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.